Chapitre 10. Muets d'horreur, Tom et son ami Huck prirent la fuite vers le village au pas de course. De temps en temps, ils regardaient par-dessus leur épaule pour voir si personne ne les suivait. La moindre souche rencontrée prenait pour eux figure humaine et menaçante. Aussi retenaient-ils leur souffle. Comme ils atteignaient les quelques maisons isolées aux abords de Saint-Pétersbourg, les aboiements des chiens de garde, arrachés à leur sommeil, leur donnèrent des ailes. Si seulement nous pouvions arriver à l'ancienne tannerie avant d'être à bout de force. Je n'en peux plus, murmura Tom d'une voix entrecoupée. Seule lui répondit la respiration haletante de Huck, et les deux garçons poursuivirent leur effort, les yeux fixés sur leur but. Ils gagnaient régulièrement du terrain et franchirent en même temps la porte de l'usine abandonnée. Soulagés mais épuisés, ils s'allongèrent par terre dans l'obscurité protectrice. « Dis donc, Huckleberry !» fit Tom à voix basse. « Comment tout cela va-t-il se terminer ?» Par une bonne petite pendaison, si jamais le docteur n'en réchappe pas. « Tu crois ? J'en suis sûr. »« Oui, mais qui est-ce qui va prévenir la police ?» demanda Tom après avoir réfléchi. « Nous ? » ?»« Tu n'es pas fou ?» s'exclama Huck. « Suppose que Joe l'Indien ne soit pas pendu pour une raison ou pour une autre. Il finira toujours par nous tuer, aussi sûr que nous sommes couchés là. » « C'est justement ce que je me disais, Huck. Si quelqu'un doit parler, il vaut mieux que ce soit Muff Potter. Il est assez ivrogne pour ne pas savoir tenir sa langue. » Tom se tut et continua de réfléchir. « Dis donc, Huck, fit-il au bout d'un moment. Muff Potter ne sait rien. Il ne pourra rien dire. » « Pourquoi ne sait-il rien ? » ?»« Parce qu'il avait perdu connaissance quand Joe a fait le coup. » « Oh ! Sapristi, c'est pourtant vrai. Et puis, il y a autre chose. Le docteur l'a peut-être tué avec la stèle. Non, je ne pense pas, Tom. Il avait trop bu, c'est plutôt ça. Il boit comme un trou. Tu sais, moi je m'y connais. Quand papa a pris un coup de trop, on pourrait l'assommer avec une cathédrale, ça ne le tuerait pas. C'est lui-même qui le dit. Forcément, c'est la même chose pour Muff Potter. En tout cas, j'avoue que s'il avait été à jeun, un coup de stèle pareil l'aurait tué net. Huck, es-tu vraiment sûr de pouvoir tenir ta langue, toi ? Ah, nous sommes bien forcés de ne rien dire, Tom. Si jamais la police ne pend pas ce diable de métis, et si nous ne gardons pas pour nous ce que nous savons, il nous fichera à l'eau et nous noiera comme deux chats. Maintenant écoute-moi, Tom. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de jurer de nous taire quoi qu'il arrive. D'accord, je crois aussi que c'est ce que nous avons de mieux à faire. Lève la main et dis « Je le jure ». Non, non, pour une chose comme celle-là, ça ne suffit pas. C'est bon pour les filles de jurer de cette façon. Elles finissent toujours par vous laisser tomber, et dès qu'elles sont en colère contre vous, elles disent tout. Non, non, c'est trop important. Il faut signer un papier, signer avec du sang. Tom trouva l'idée sublime. Elle s'accordait à merveille avec l'heure, le lieu et les circonstances. Il vit par terre, grâce au clair de lune, un éclat de pain assez propre, sortit de sa poche un fragment d'ocre rouge et coinçant la langue entre ses dents à chaque plein, puis relâchant son effort à chaque délié, il profita d'un rayon de lune pour tracer ces mots. Huck Finn et Tom Sawyer jurent de tenir leur langue et souhaitaient de tomber raide-mort si jamais ils parlent de cette affaire. Huckleberry était rempli d'admiration pour la facilité avec laquelle Tom maniait sa plume improvisée et par l'élégance de son langage. Il prit une épingle fichée dans le revers de sa veste et allait se piquer le pouce quand Tom l'arrêta. « Ne fais pas ça, c'est une épingle en laiton. Elle est peut-être couverte de verre-de-gris. »« Qu'est-ce que c'est que ça, le verre-de-gris ? » ?»« C'est du poison, voyons. Amuse-toi à en avaler un jour et tu verras. » Tom prit l'une des aiguilles qui lui servaient à recoudre son col, et les deux garçons, après s'être piqué le pouce, en firent jaillir une goutte de sang. Tom se pressa le doigt à plusieurs reprises et réussit à tracer tant bien que mal ses initiales. Ensuite, il montra à Huck comment former un H et un F, et le document fut achevé. À grand renfort d'incantations, les deux amis enterrèrent le morceau de bois tout près du mur. Cette cérémonie scellait pour eux désormais, de manière inviolable, les chaînes qui leur liaient la langue.
À l'autre extrémité du bâtiment, une silhouette furtive se glissait dans l'ombre sans éveiller leur attention. « Tom !» murmura Huckleberry. « Est-ce que cela nous empêchera vraiment de le dire à tout jamais ?»« Bien sûr. Quoi qu'il arrive, nous devons nous taire, tu le sais. »« Oui, je crois qu'il le faut. » Ils continuèrent de parler à voix basse pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, un chien poussa un aboiement lugubre à 3 mètres d'eux. Les 2 garçons se serrèrent l'un contre l'autre, comme ils l'avaient fait au cimetière. « C'est pour lequel d'entre nous ?» souffla Huckleberry. « Je ne sais pas, regarde par le trou, vite !»« Non, vas-y, Huck. »« Je t'en prie, Tom. Oh, il recommence. » « Dieu merci, soupira Tom. J'ai reconnu sa voix, c'est Bull Harbison. »« J'aime mieux cela. Je croyais que c'était un chien errant. » Le chien se remit à hurler. L'espoir des enfants retomba. « Oh mon Dieu, ce n'est pas le chien de Harbison, » murmura Huckleberry. « Je t'en prie, Tom, va voir. » Tremblant de peur, Tom céda et regarda par le trou. Quand il parla, sa voix était à peine audible. « Oh, Huck, c'est un chien errant. »« Vite, Tom, vite, c'est pour qui ?»« Ça doit être pour nous 2, Huck, puisqu'on est ensemble. »« Oh, Tom, je crois qu'on est fichus. Aucun doute en ce qui me concerne. Je sais où je finirai. J'ai été trop mauvais. »« Et moi donc ? Voilà ce que c'est de faire l'école buissonnière et de désobéir tout le temps. J'aurais pu être sage, comme Sid, si j'avais essayé. Mais bien sûr, je ne le voulais pas. Si jamais j'en réchappe cette fois, je jure que je serai toujours fourré à l'école du dimanche. » Et Tom se mit à renifler. « Toi, mauvais ?» fit Huck en reniflant lui aussi. « Voyons, Tom Sawyer, tu es un ange à côté de moi. Oh, Seigneur, 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 je voudrais tellement être à ta place. » Soudain, Tom manqua de s'étouffer. « Regarde, Hucky, regarde, il nous tourne les dos. » Hucky, fou de joie, regarda à son tour. « Mais bon sang, c'est vrai. Et la première fois ? » ?»« La première fois aussi. Mais moi, comme un imbécile, je n'y avais pas pensé. C'est merveilleux, non ? Mais alors, pour qui donc est-il venu ?» L'aboiement s'interrompit. Tom dressa l'oreille. « Chut, tu entends ? On dirait des cochons qui grognent ? Non. C'est quelqu'un qui ronfle, Tom. »« Oui, c'est ça. D'où est-ce que ça vient, Huck ? » ?»« Il me semble que c'est à l'autre bout. Tu sais, papa venait dormir ici quelquefois avec les cochons. Mais lui, quand il ronfle, il soulèverait les montagnes. Et puis je crois qu'il est parti pour de bon et qu'il ne reviendra plus jamais au village. » L'esprit d'aventure reprenait peu à peu ses droits chez les 2 garçons. « Hucky, tu me suis si je passe le premier ? » ?»« Je n'en ai pas très envie, Tom. Et si c'était Joe l'Indien ?» Tom frissonna, mais la tentation d'aller voir fut la plus forte. Les garçons commencèrent par s'entendre. Ils iraient, mais se sauveraient dardard si le ronflement s'arrêtait. Ils se mirent en marche à pas de loup, l'un derrière l'autre. Quand ils furent à 5 pas du dormeur, Tom marcha sur un bâton qui se cassa avec un bruit sec. L'homme gémit, s'agita. Un rayon de lune lui effleura le visage. C'était Muff Potter. Dès qu'il avait bougé, les garçons s'étaient figés. Ils n'en reprenaient pas moins courage. Ils repartirent sur la pointe des pieds, passèrent sous l'auvent brisé et s'arrêtèrent un peu plus loin pour se dire au revoir. Le lugubre aboiement reprit. Ils se tournèrent et virent le chien inconnu dressé à quelques pas de Potter, le regard fixé sur lui. « Mon Dieu, c'est pour lui !» s'exclamèrent les 2 garçons dans un souffle. « Dis donc, Tom, on dit qu'un chien errant est venu hurler sous les fenêtres de Johnny Miller vers minuit il y a déjà 2 semaines, et qu'un engoulevent s'est posé sur le même soir sur l'appui de sa fenêtre et qu'il a chanté. Malgré ça, personne n'est mort dans sa famille. » « Je sais, mais Gracie Miller est quand même tombée dans l'âtre et s'est terriblement brûlée le samedi suivant. Elle n'est pas morte, elle va même plutôt mieux. » « Très bien, mais attends de voir ce qui va se passer. Elle est fichue, aussi sûre que Muff Potter est fichu. C'est ce que disent les nègres,
Et ils s'y connaissent, Huck, crois-moi. Puis ils se séparèrent, absorbés dans de profondes réflexions. Lorsque Tom regagna sa chambre par la fenêtre, la nuit tirait à sa fin. Notre héros se déshabilla avec d'infinies précautions et s'endormit tout en se félicitant que personne ne se fût aperçu de son escapade. Sid ronflait doucement et son frère ne pouvait pas se douter qu'il était déjà réveillé depuis 1 heure. Lorsque Tom s'arracha au sommeil, Sid était parti. Tom eut l'impression qu'il était plus tard qu'il ne pensait et se demanda pourquoi on n'était pas venu, comme tous les matins, le tarabuster pour le sortir du lit. Il s'habilla en un tournement. L'âme inquiète, il descendit l'escalier et pénétra dans la salle à manger, encore tout engourdi et endolori. Le petit déjeuner était terminé, mais tout le monde était resté à table. Il régnait dans la pièce une atmosphère solennelle impressionnante. Aucun reproche, mais tous les regards se détournaient de lui. Il s'assit, essaya de paraître gai, mais s'était allé à contre-courant. Il n'obtint ni sourire, ni réponse d'aucune sorte. Il essaya de faire de l'esprit, mais le cœur n'y était pas, et ses plaisanteries n'éveillèrent aucun écho. Alors il se tut. Après le repas, sa tante le prit à part. Tom se réjouit presque à l'idée de recevoir une correction, mais il n'en fut rien. Tante Polly fondit en larmes, et lui dit entre 2 sanglots que s'il continuait ainsi, elle ne tarderait pas à mourir de chagrin, car tous ses efforts étaient inutiles. C'était pire qu'1 millier de coups de fouet. Tom pleura lui aussi, demanda pardon, promit de se corriger, mais ne parvint ni à obtenir une rémission complète de ses péchés, ni à inspirer confiance en ses promesses. Trop abattu pour songer à se venger de Sid, il prit tristement le chemin de l'école. En classe, il reçut un certain nombre de coups de férule pour avoir fait la veille l'école buissonnière avec Joe Harper. Le châtiment le laissa indifférent, et il le supporta de l'air de quelqu'un qui a trop de soucis pour s'arrêter à de pareilles bagatelles. Ensuite, il alla s'asseoir à son banc et là, les coudes à son pupitre, le menton entre les mains, il pensa qu'il avait atteint les limites de la douleur humaine. Au bout de quelque temps, il sentit contre son coude le contact d'un objet dur. Il changea de position, prit cet objet qui était enveloppé dans un papier et défit le paquet. Il poussa un soupir à fendre l'âme. Son cœur se brisa. Le papier enveloppait sa boule de cuivre. Ce fut la goutte qui fit déborder la coupe de son amertume. Chapitre 11. Sur le coup de midi, l'horrible nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Point besoin de télégraphe, auquel d'ailleurs on ne songeait pas à l'époque où se passe ce récit. Bien entendu, le maître d'école donna congé à ses élèves pour l'après-midi. S'il ne l'avait pas fait, tout le monde lui regardait d'un mauvais œil. On avait retrouvé un couteau ensanglanté auprès du cadavre du docteur, et ce couteau avait été identifié. Il appartenait à Muff Potter, disait-on. Circonstance aggravante pour ce dernier, un villageois attardé l'avait surpris vers les 2 heures du matin, en train de faire ses ablutions au bord d'un ruisseau, chose vraiment extraordinaire pour un gaillard aussi sale, et qui d'ailleurs s'était aussitôt éclipsé. On avait déjà fouillé tout le village, mais sans succès, pour mettre la main sur le meurtrier. Le public a vite fait, comme on le voit, de faire son choix parmi les témoignages, et d'en tirer ses propres conclusions. Des cavaliers étaient partis à sa recherche dans toutes les directions, et le shérif se faisait fort de l'arrêter avant le soir. Tous les habitants de Saint-Pétersbourg se dirigèrent vers le cimetière. Oubliant ses peines, Tom se joignit à eux. Une sorte d'horrible curiosité le poussait. Il se faufila au milieu de la foule et aperçut l'effroyable spectacle. Il lui sembla qu'il s'était écoulé un siècle depuis qu'il avait visité ces lieux. Quelqu'un lui pinça le bras. Il se retourna et vit Huckleberry. Les 2 garçons échangèrent un long regard. Puis ils eurent peur qu'on ne lût leurs pensées dans leurs yeux, et ils se séparèrent. Mais chacun était bien trop occupé à échanger ses réflexions avec son voisin pour leur prêter attention. « Pauvre garçon, pauvre jeune homme, ça servira de leçon à ceux qui profanent les tombes. Muff Potter n'y coupera pas, il sera pendu. »
C'est un châtiment envoyé par le ciel, déclara le pasteur. Tom frissonna de la tête aux pieds. Son regard venait de se poser sur Joe l'Indien. À ce moment, un murmure courut dans la foule. « Le voilà! Le voilà! C'est lui !» « Qui? Qui ?» firent plus de 20 voix. « Muff Potter. »« Attention, il va s'échapper, ne le laissez pas partir !»« Quelle audace diabolique !» remarqua un badaud. « Il vient contempler son œuvre. Il ne devait pas s'attendre à trouver tant de monde. » Les gens s'écartèrent et le shérif apparut poussant devant lui le pauvre Potter. Des quidams juchés dans les arbres au-dessus de Tom firent remarquer qu'il ne cherchait pas à se sauver. Il était seulement indécis et perplexe. Il avait le visage décomposé et ses yeux exprimaient l'épouvante. Lorsqu'il se trouva en présence du cadavre, il se mit à trembler et, se prenant la tête à deux mains, éclata en sanglots. « Ce n'est pas moi qui ai fait cela, mes amis, dit-il entre deux hoquets. Je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, ce n'est pas moi. Qui vous accuse? Lança une voix. Le coup parut porté. Potter releva la tête et jeta autour de lui un regard éperdu. Il aperçut Joe l'Indien et s'exclama. Oh, Joe, tu m'avais promis de ne rien. C'est bien ton couteau? Lui demanda le shérif en lui présentant l'arme du crime. Potter serait tombé si l'on ne l'avait pas retenu. Quelque chose me disait bien que si je ne revenais pas le chercher, balbutia-t-il. Alors il fit un geste de la main et se tourna vers le métis. Raconte-leur ce qui s'est passé, Joe. Raconte. Maintenant, ça ne sert plus à rien de se taire. Muets de stupeur, Tom et Huckleberry écoutèrent le triste personnage raconter à sa manière ce qui s'était passé au cimetière. Ils s'attendaient d'une minute à l'autre à ce que la foule lui tombât sur la tête pour le punir, mais voyant qu'il n'en était rien, ils en conclurent que le misérable avait vendu son âme au diable et que même en rompant leur serment, ils ne pourraient rien contre lui. Du même coup, Joe devint pour eux l'objet le plus intéressant qu'ils eussent jamais contemplé, et ils se proposèrent, intérieurement, de suivre tous ses faits et gestes, dans la mesure du possible, afin de surprendre le secret de son commerce avec le maître des enfers. « Pourquoi n'es-tu pas parti » demanda-t-on à Potter. « Je ne pouvais pas faire autrement, » gémit celui-ci. « Je voulais me sauver, mais tout me ramenait ici. » Et il se remit à sangloter. Joe l'Indien répéta sous serment sa déclaration précédente, puis il aida à poser le corps de sa victime sur une charrette. On chuchota dans la foule que la blessure s'était rouverte et avait saigné un peu. Les deux garçons espérèrent que cet indice allait aiguiller les soupçons dans la bonne direction. Mais encore une fois, il n'en fut rien, et quelqu'un remarqua même. C'est en passant devant Potter que le cadavre a saigné. Pendant une semaine, Tom fut tellement rongé par le remords que son sommeil s'en ressentit et que Sid déclara un matin au petit déjeuner. « Tom, tu as le sommeil si agité que tu m'empêches de dormir. » Tom baissa les yeux. « C'est mauvais signe, » remarqua tante Polly. « Qu'est-ce que tu peux bien avoir derrière la tête, Tom ?»« Rien du tout, ma tante. » Pourtant, les mains de Tom tremblaient tellement qu'il renversa son café. « Et tu rêves tout haut, » ajouta Sid. « Tu en racontes des choses. L'autre nuit, tu as dit « C'est du sang, voilà ce que c'est. » Tu as dit aussi « Ne me torturez pas comme ça, je dirai tout. » Qu'est-ce que tu as donc à dire, hein ? Tom se crut perdu, mais tante Polly vint inopinément à son secours. « Je sais bien ce que c'est, moi, dit-elle. C'est cet horrible crime. J'en rêve toutes les nuits. Je rêve même quelquefois que c'est moi qui l'ai commis. » Mary déclara qu'elle aussi en avait des cauchemars, et Sid parut satisfait. À la suite de cet incident, Tom se plaignit pendant une huitaine de violents maux de dents, et la nuit se banda la mâchoire pour ne pas parler. Il ne sut jamais que Sid épiait souvent son sommeil et déplaçait le bandage. Petit à petit, le chagrin de Tom s'estompa. Il abandonna même l'alibi du mal de dents qui devenait gênant. En tout cas, si son frère apprit quelque chose, il le garda soigneusement pour lui. Après l'assassinat du docteur, ce fut la grande mode à l'école
de se livrer à une enquête en règle lorsqu'on découvrait un chat mort. Sid remarqua que Tom refusait toujours d'y participer malgré son goût pour les jeux nouveaux. Enfin, les garçons se fatiguèrent de ce genre de distraction et Tom commença à respirer. Tous les jours, ou tous les 2 jours, Tom saisissait une occasion favorable pour se rendre devant la fenêtre grillagée de la prison locale et passer en fraude à l'assassin tout ce qu'il pouvait. La prison était une espèce de cahute en briques, construite en bordure d'un marais, à l'extrémité du village, et il n'y avait personne pour la garder. En fait, il était rare d'y rencontrer un prisonnier. Ces offrandes soulageaient la conscience de Tom. Les gens du village avaient bonne envie de faire un mauvais parti à Joe l'Indien, pour avoir déterré le cadavre de Hoss Williams. Mais il effrayait tout le monde, et personne n'osait prendre une initiative quelconque à son égard. D'ailleurs, il avait pris soin de commencer ses 2 dépositions par le récit du combat, sans parler du vol de cadavres qui l'avait précédé. On trouva plus sage d'attendre avant de porter le procès devant les tribunaux. Chapitre 12. Becky Thatcher était malade. Elle ne venait plus à l'école et Tom en eut tant de regrets que ses préoccupations secrètes passèrent au second plan. Après avoir lutté contre son orgueil pendant quelques jours et essayé vainement d'oublier la fillette, il commença à rôder le soir autour de sa maison pour chercher à la voir. Il ne pensait plus qu'à Becky. Et si elle mourait ? La guerre, la piraterie n'avaient plus d'intérêt pour lui. La vie lui paraissait insipide. Il ne touchait plus ni à son cerceau, ni à son cerf-volant. Tante Polly s'en inquiéta. Elle entreprit de lui faire absorber toutes sortes de médicaments. Elle était de ces gens qui s'entichent de spécialités pharmaceutiques et des dernières méthodes propres à vous faire retrouver votre bonne santé ou à vous y maintenir. C'était une expérimentatrice invétérée en ce domaine. Elle était à l'affût de toutes les nouveautés et il lui fallait les mettre tout de suite à l'épreuve. Pas sur elle-même car elle n'était jamais malade, mais sur tous ceux qui lui tombaient sous la main. Elle souscrivait à tous les périodiques médicaux, aidait les charlatans de la phrénologie, et la solennelle ignorance dont ils étaient gonflés était pour elle souffle de vie. Toutes les sottises que ces journaux contenaient sur la vie au grand air, la manière de se coucher, de se lever, sur ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait boire, l'exercice qu'il fallait prendre, les vêtements qu'il fallait porter, tout cela était à ses yeux paroles d'évangile, et elle ne remarquait jamais que, chaque mois, les nouvelles brochures démolissaient tout ce qu'elles avaient recommandé le mois précédent. C'était un cœur simple et honnête, donc une victime facile. Elle rassemblait ses journaux et ses remèdes de charlatan et partait comme l'ange de la mort sur son cheval blanc, avec, métaphoriquement parlant, l'enfer sur les talons. Mais jamais elle ne soupçonna qu'elle n'avait rien d'un ange guérisseur ni du baume de Galahad personnifié pour ses voisins malades. L'hydrothérapie était fort en vogue à cette époque, et l'abattement de Tom fut une aubaine pour tante Polly. Elle le faisait se lever tous les matins de très bonne heure, l'emmenait sous l'appentis, et là, armée d'un seau, le noyait sous des torrents d'eau glacée. Ensuite, elle le frottait jusqu'au sang pour le ranimer, avec une serviette qui râpait comme une lime, l'enveloppait dans un drap mouillé, l'allongeait sous des couvertures et le faisait transpirer jusqu'à l'âme. Pour en faire sortir les taches jaunes, disait Tom. Le garçon restait triste comme un corbillard. Elle compléta l'hydrothérapie par un frugal régime de bouillie d'avoine et des emplâtres. Elle évaluait la contenance de son malade comme elle l'aurait fait d'un bocal, et le bourrait chaque jour des pires panacées. Malgré ce traitement, le garçon devint de plus en plus mélancolique, pâle et déprimé. Cette fois, tante Polly eut recours aux bains chauds, aux bains de siège, aux douches brûlantes et aux plongeons glacés. Tom subissait son martyre avec une indifférence qui finit par alarmer l'excellente dame. Il fallait à tout prix découvrir quelque chose qui tirât le garçon de son apathie. À ce moment, tante Polly entendit parler pour la première fois du doloricide. Elle en commanda aussitôt une ample provision, y goûta, et son cœur s'emplit de gratitude. Ce n'était ni plus ni moins que du feu sous une forme liquide.
Tante Polly renonça à l'hydrothérapie et à tout le reste, et plaça toutes ses espérances dans le doloricide. Elle en donna une cuillerée à Tom et guetta avec anxiété l'effet produit. Ses appréhensions s'évanouirent. L'indifférence de Tom était vaincue. L'enfant n'aurait pas manifesté plus de vitalité si elle avait allumé un brasier sous lui. Tom estima que le moment était venu de se secouer. Ce genre d'existence commençait à ne plus devenir drôle du tout. Pour commencer, il prétendit raffoler du doloricide et en demanda si souvent que sa tante, lassée de s'occuper de lui, le pria de se servir lui-même et de ne plus la déranger. Par mesure de précaution, et comme il s'agissait de Tom, elle surveilla la bouteille en cachette et, à sa grande satisfaction, s'aperçut que le contenu en diminuait régulièrement. Il ne lui vint pas une minute à l'idée que le garnement s'en servait pour soigner une latte malade du plancher du salon. Un jour, Tom était précisément en train d'administrer au plancher la dose prescrite quand le chat jaune de sa tante s'approcha de lui et jeta un regard gourmand sur la cuillère de potion. « N'en demande pas si tu n'en veux pas, Peter, » fit Tom. Peter fit comprendre qu'il avait bel et bien envie de goûter au breuvage. « Tu es bien sûr que ça te plaira ?» Peter dut répondre par l'affirmative. « Bon, » déclara Tom, « je vais t'en donner puisque tu y tiens. Mais si tu n'aimes pas ça, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. » Peter avait l'air ravi. Tom lui ouvrit la gueule et y versa le doloricide. Immédiatement, le chat fit un bond d'1,50 m, poussa un hurlement sauvage, fila comme une flèche, tourna autour de la pièce, se heurta à tous les meubles, renversa quelques pots de fleurs, bref, causa une véritable catastrophe. Non content de cela, il se dressa sur ses pattes de derrière, caracola autour de la pièce dans un joyeux délire, la tête sur l'épaule et proclamant dans un miaulement triomphant son incomparable bonheur. Puis il repartit comme un fou dans toute la maison, semant le chaos et la désolation sur son chemin. Tante Polly entra juste à temps pour le voir exécuter quelques doubles sauts périlleux, pousser un dernier et puissant hurrah et s'élancer par la fenêtre en emportant avec lui le reste des pots de fleurs. La vieille femme resta pétrifiée, regardant la scène par-dessus ses lunettes. Tom était allongé sur le plancher, pouffant de rire. « Tom, vas-tu me dire ce qui est arrivé à ce chat ?»« Je n'en sais rien, ma tante !» haleta le jeune garçon. « Je ne l'ai jamais vu ainsi. Il est fou. Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état ?»« Ah, je ne sais pas. Les chats sont toujours comme ça quand ils s'amusent. »« Ah, vraiment ?» Le ton employé par sa tante rendit Tom plus prudent. « Oui, ma tante, je crois bien que… »« Ah, tu crois ?»« Oui, ma… » Tante Polly se pencha. Tom l'observait avec un intérêt qu'augmentait l'anxiété. Il devina trop tard la signification de son geste. Le manche de la cuillère indiscrète dépassait de dessous le lit. Tante Polly s'en saisit et l'éleva au jour. Le visage de Tom se crispa. Il baissa les yeux. Tante Polly souleva son neveu par la poignée prévue à cet effet, son oreille. « Et maintenant, monsieur, » fit-elle en administrant à Tom un coup de dé sur la tête, « allez-vous me dire pourquoi vous avez fait prendre cette potion au chat ?»« Parce que j'ai eu pitié de lui. Il n'avait pas de tante. »« Pas de tante ? Espèce de nigaud. Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Des tas de choses. Parce que s'il avait eu une tante, elle l'aurait brûlé elle-même. Elle lui aurait rôti les boyaux sans plus de pitié que s'il avait été un garçon. » Tante Polly se sentit brusquement mordue par le remords. Ce qui était cruel pour un chat l'était peut-être aussi pour un enfant. Elle se radoucit, regrettant son geste. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Elle caressa les cheveux de Tom. « Je voulais te faire du bien, te guérir, mon petit Tom, et tu sais que cette médecine t'a vraiment réussi. »« Je sais que tu étais rempli de bonnes intentions, » répondit Tom avec un regard malicieux. « C'est comme moi avec Peter, je ne lui ai fait que du bien, moi aussi. Je ne l'ai jamais vu aussi gai depuis… » « Allez, décampe, Tom, avant que je ne me remette en colère. Si tu deviens un bon garçon, je ne te ferai plus prendre de remède. » Tom arriva en avance à l'école.
Ce phénomène étrange se produisait d'ailleurs fort régulièrement depuis quelques jours. Selon sa nouvelle habitude, il alla se poster près de l'entrée de la cour et refusa de jouer avec ses camarades. Il déclara qu'il était malade, et il en avait l'air. Il essaya de prendre une attitude dégagée, mais ses yeux fixaient obstinément la route. Jeff Thatcher s'approcha et le visage de Tom s'éclaira. Il s'arrangea pour lui demander d'une manière détournée des nouvelles de la cousine Becky. Mais l'étourdi ne mordit pas à l'hameçon. Chaque fois qu'une robe apparaissait au loin, le cœur de Tom se mettait à battre. Et hélas, chaque fois, il lui fallait déchanter. Bientôt, plus aucune robe ne se montra, et de guerre lasse, Tom alla s'asseoir dans la classe vide pour y remâcher sa douleur. Alors, une autre robe encore franchit la porte de la cour. Tom se sentit inondé de joie. Il se rua dehors, riant, criant, glapissant comme un Indien. Il se précipita sur ses camarades, les bouscula, sauta par-dessus une barrière au risque de se rompre les os, se tint sur les mains, sur la tête, se livra aux fantaisies les plus périlleuses qu'il put imaginer, et ne cessa de regarder du côté de Becky Thatcher pour s'assurer qu'elle le voyait bien. Par malheur, elle semblait ne s'apercevoir de rien. Elle ne lui adressa pas le moindre regard. Était-il possible qu'elle n'eût point remarqué sa présence ? Il s'approcha sans cesser de gambader, tournoya autour de la petite en lançant un cri de guerre, s'empara du chapeau d'un élève, le lança sur le toit de l'école, fondit sur un groupe de garçons qui l'envoya promener dans toutes les directions, et vint s'étaler de tout son long aux pieds de Becky, qu'il faillit même renverser. La petite leva le nez vers le ciel, et Tom l'entendit murmurer « Pfff, il y en a qui se croient très malins, ils sont toujours en train de faire les imbéciles. » Les joues en feu, Tom se releva et s'éloigna, anéanti.